Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoute, comme d'habitude, je suis super contente de te retrouver parce que échanger sur les livres que je viens de faire, ça reste toujours un plaisir. Il y a 6 romans que je veux te présenter aujourd'hui. Il y a du contemporain, de la fantaisie, il y a un essai, il y a également de la littérature russe et un policier. Voilà, donc je propose de commencer tout de suite. Le premier livre que je te présente, c'est Humus de Gaspard Koenig, qui a été écrit en 2023 et c'est aux éditions de l'Observatoire. Ici, j'ai lu ce livre grâce à la recommandation de la Bibliothèque Rose, qui a présenté ce livre parce qu'elle l'avait beaucoup aimé, donc je l'en remercie, en plus c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Tout démarre avec l'histoire de Kevin avec Arthur. Tous les deux assistent à une conférence menée par quelqu'un qui est passionné par les vers de terre, et donc ils se retrouvent pendant leurs études d'agronomie. Arthur vient d'un milieu bourgeois, et il voulait faire quelque chose d'un peu plus concret de sa vie, donc il a fait des études d'agronomie. Et un peu à l'inverse, Kevin, lui, il vient d'un milieu ouvrier, il était très bon à l'école, et donc petit à petit, il a enchaîné les études et il s'est retrouvé en agronomie. Dans cette histoire, on va petit à petit évoluer avec ces deux personnages qui vont faire des choix de vie vraiment très différents pour des raisons mais que je te laisse découvrir évidemment. Alors Arthur, lui, il a envie, malgré donc son côté bourgeois, il a vraiment envie de retourner à la terre, il veut faire un changement de cap à 180 degrés et il a envie de pouvoir réintroduire des vers de terre. Et Kevin, parce que c'est pas Kevin en fait, c'est Kevin sans accent, lui, il a envie de diffuser et de vendre des vermicompostages, donc il crée une société. Déjà, au niveau des points positifs, pour moi, ça a été l'écriture. Alors on est dans quelque chose de très très réaliste, il faut le savoir. C'est une écriture que j'ai trouvée très posée, très explicative et limite même documentaire. Du coup, c'était évidemment très intéressant, mais à certains moments, très lent. J'ai beaucoup aimé la relation entre Arthur et Kevin parce que c'était très sain, très doux, mais très profond en même temps. On oscille entre l'amitié, l'amour refoulé. Voilà, c'était très intéressant de les voir évoluer, de les voir interagir tous les deux et de voir ce qu'ils s'apportaient au niveau des réflexions, au niveau de l'attitude. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est un roman qui est très engagé, tourné vers l'écologie, on s'en doute vu que la thématique c'est le vermicompostage, ce sont les vers de terre, enfin, on est vraiment dans cette thématique de l'écologie. Ça dénonce, c'est très engagé, mais ce n'est pas un essai non plus, donc on a pas mal d'éléments qui nous expliquent ce que c'est, qui nous donnent le contexte, et qui nous permettent d'en comprendre un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus sur ces différentes thématiques. Donc parfois c'est scientifique et les termes sont assez complexes. Ça c'était un petit peu ce qui a pêché pour moi. En tout cas, donc ça reste une bonne lecture et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'affaire. Mais parfois c'était un petit peu long et je me suis à certains moments ennuyée quand on était moins sur la relation des personnes ou alors l'évolution dans leur carrière et qu'on était davantage sur ces aspects un peu plus scientifiques. Parce que le fait d'osciller entre les deux, pour moi, donc n'était jamais clair. Donc j'étais dans le roman et puis je basculais un peu dans le côté documentaire. J'ai trouvé aussi que ces deux personnages étaient très attachants et que c'était assez touchant de les voir mis à mal, en tout cas leur relation mis à mal à cause de leur choix de carrière ou les valeurs que chacun avait et voulait mettre dans le métier, dans leur futur métier. On a parfois envie de les secouer aussi, mais ils restent en fait terriblement humains avec leurs failles et leurs choix qu'on approuve ou non. Voilà, donc c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Je pense que sans la Bibliothèque Rose, je ne serais jamais allée et du coup, je l'en remercie parce que vraiment, c'était une chouette découverte et un livre qui nous permet de nous poser vraiment beaucoup de questions sur comment on réagirait aussi si on était à la place de ces personnages. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que
nos choix professionnels, personnels sont finalement en accord avec nos valeurs et est-ce qu'on s'engage comme on voudrait le faire. Je t'invite à le découvrir vraiment parce que c'est un livre qui fait réfléchir et qui vaut la peine d'être découvert. Je te propose ensuite L'ombre maléfique, qui est le tome 4 du Trône de Fer, donc écrit par Georges R.G. Martin aux éditions J'ai lu. L'ouvrage a même reçu le prix Locus en 1999 du meilleur roman de fantasy et ça a été traduit de l'américain par Jean Sola. Là, on est vraiment dans une de mes sagas chouchous. J'aime énormément retrouver l'ambiance, les personnages et l'univers. Et donc c'est encore avec grand plaisir que je suis retournée dans cette saga. Au niveau de l'histoire, je vais rester évidemment en surface et je vais te dire ce qui se passe un peu dans le premier tome vite fait, parce que je n'ai pas du tout envie de te spoiler. On est dans le royaume aux 7 couronnes. On suit principalement la famille de Winterfell, qui est le royaume du Nord, dont le blason est un loup-garou. Donc on est vraiment avec ces différentes couronnes, ces différentes familles qui sont représentées par un animal. Ici, à Winterfell, le seigneur c'est Ned, et l'histoire commence avec le roi Robert Baratheon, qui est reçu par Ned et qui finalement lui demande de revenir avec lui à Port-Réal pour qu'il puisse devenir la main du roi. Alors évidemment Ned n'est pas ravi de ça parce qu'il aime être dans son royaume du Nord, il doit abandonner pour devenir la main du roi sa famille, son royaume, et puis il n'a pas envie de jouer ce rôle-là et de prendre cette place-là au sein du royaume. Donc voilà, c'est avec beaucoup de réticence que finalement ils se sont obligés d'accepter. Et donc là, s'ensuit évidemment toute une série de choses. Alors c'est très rythmé parce qu'on suit les points de vue de différents personnages. À chaque fois, on est avec une personne, donc sa famille, sa réalité, son contexte, son passé et ce qu'il vit dans le présent. La saga est truffée de complots, de trahisons, de secrets de famille, d'amour, de haine, de volonté de régner. Qu'est-ce que j'ai oublié? De loyauté, de guerre. Donc voilà, c'est vraiment un excellent combo, je trouve. On retrouve vraiment tout ça. Le gros point positif, ce sont les personnages. Ils sont extrêmement forts, je trouve. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Soit on les aime, soit on aime les détester. On a des personnages relativement gris, ce qui est appréciable. Ils sont bien construits. Ils ont des valeurs, parfois ils ne respectent pas leurs valeurs et ils font des choix qu'on désapprouve. Parfois c'est l'inverse. On est hyper enthousiaste, on dit « Ah oui, c'est ça qu'il faut faire, vas-y, continue !» Ou parfois c'est « Mais non, qu'est-ce que tu fais ?» Donc voilà, c'est vraiment, on vibre avec eux, tout simplement. Et ça, c'est la grande force, je trouve, de cette saga. Et puis il y a aussi l'écriture, je trouve qu'il y a beaucoup de tension, c'est très, très rythmé. Et en même temps, c'est très descriptif. Donc on est immergé dans ce royaume, dans ces royaumes, et on est immergé avec les différentes familles et les contextes aussi historiques. On sent que c'est bien construit parce que toutes les familles ou les complots s'expliquent, on sait d'où ils viennent, on a tout l'arbre généalogique aussi, les différents mariages. Donc voilà, il y a quelque chose de très très détaillé et qui nous permet d'avoir tout ça en tête et d'avoir un univers bien riche et bien construit. Ce qui peut peut-être pécher, voilà, c'est qu'il y a énormément d'intrigues politiques et donc il faut vraiment suivre, il ne faut pas être trop fatigué parce que on a énormément de personnages secondaires et il faut bien comprendre qui est dans le camp de qui trompe qui trahit qui. Voilà, donc ça c'est le côté voilà, que je trouve intéressant mais qui peut parfois un petit peu perdre. Et puis voilà, il y a des personnages qu'on préfère suivre et d'autres un petit peu moins. En tout cas, moi j'ai adoré retrouver les différents personnages et cette saga dans laquelle je me sens super bien. Et donc si tu ne connais pas encore, fonce parce que ça vaut la peine. J'ai ensuite lu Astachef à Paris de Nina Berberova. Ici ça a été écrit en 1988 et c'est aux éditions Actes Sud. La version française est établie avec le concours de l'auteur. Berberova est russe. Elle est née en 1901 à Saint-Pétersbourg et elle est décédée en 1993 aux États-Unis. Elle écrit des romans, elle écrit de la poésie et elle a été prof de littérature russe à l'université aux États-Unis. Ici, elle nous dépeint l'histoire d'un homme, Astachef, qui vit dans sa quarantaine à Paris. On découvre sa relation qu'il lie avec sa mère et avec la deuxième femme
de son père, ainsi que la relation qu'il peut avoir avec les femmes. J'avais lu de Berberova L'accompagnatrice, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ici aussi, c'est une bonne lecture, c'est un tout petit peu en deçà, je trouve, de L'accompagnatrice, mais c'est parce que c'est aussi un autre genre. Là, on suit ce personnage qui n'est pas forcément sympathique, et c'est tout à fait voulu. On le suit aussi chez ses clients, parce qu'en fait, il est assureur et il assure ses clients en leur proposant des assurances d'essai. Du coup, c'est un roman qui, là aussi, met l'accent sur la psychologie du personnage. Donc c'est vraiment ça qu'on va retrouver, et si tu n'aimes pas ça, ben, tu peux passer ton chemin, parce qu'en fait, on est exclusivement là-dedans. Donc comme je le disais, il est pas très sympathique, du coup, on est parfois un peu mal à l'aise avec certains de ses choix. On est dans ses pensées, on est dans ses actes, et on avance petit à petit avec lui dans sa vie et dans l'évolution de sa vie, mois par mois. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, même si je suis restée en fait un petit peu sur ma faim. Et c'est pour ça, je pense que ça ne reste pas une très bonne lecture, encore une fois. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Moi, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ça décolle totalement et que j'en ressorte de là avec un waouh. Mais j'ai apprécié tout à fait ce que j'ai lu, et j'ai trouvé que cet exercice de vraiment dépeindre Astachef était bien réalisé. Je t'invite à le découvrir. Ensuite, je te présente La folie de Johanna Gustafsson, qui a été écrit en 2021. Johanna Gustafsson est française et c'est une louve du polar. Donc je coche une des catégories du challenge Mars au féminin, présenté par Fluent Books. Et donc il faisait partie de ma palle. On est ici dans du pur policier. C'est un one-shot. On y suit 3 histoires avec 3 temporalités différentes. Il y a une temporalité en 1899, une en 1949 et une autre en 2002. En 1899, on y suit Lucienne qui a perdu ses 2 filles. Il y a eu un incendie chez elle et lorsque le feu a été éteint, eh bien, les 2 filles n'ont pas été retrouvées. Du coup, elle fait la connaissance, ou elle va vers une dame qui fait du spiritisme parce qu'elle essaye d'entrer en relation avec ces 2 filles perdues pour les retrouver. En 1949, là, on suit Lina, qui est une adolescente harcelée et qui est en recherche, en quête de sortir de là et peut-être pouvoir prendre sa revanche. Et puis en 2002, on suit Maxine. C'est un peu le récit central principal. Maxine revient de congé de maternité. Elle est lieutenant de police et on l'appelle dès son retour de congé de maternité pour enquêter sur le meurtre du mari de son ancienne institutrice. Et tous les éléments convergent vers la solution qui est la suivante. C'est cette institutrice qui a tué son mari. Du coup, voilà, je te laisse un petit peu découvrir les différents liens, s'il y en a, et voir un petit peu comment ça évolue et comment l'autrice nous mêle ces différentes histoires. Les points positifs, c'est qu'il y a un rythme de fou. Les 3 histoires sont prenantes, il y a beaucoup de suspense, on a envie d'en apprendre davantage sur tout le monde. La plume se tient, il y a un style qui est simple mais pas simpliste, et en même temps on a suffisamment de détails pour que ce soit touffu. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'était la fin, encore une fois. Je pense que je deviens un peu difficile, ou alors j'en attends trop, je ne sais pas. Je trouve que vraiment tout était très bien mené jusqu'aux 30-40 dernières pages, et puis à ce moment-là, l'explication qui nous est faite, je trouve, sortait un petit peu trop de ce qu'on avait comme élément, et c'est vrai que ça, moi en tout cas, je n'arrive plus à l'accepter ou à l'apprécier. À chaque fois, je me dis, ok, mais d'où ça sort? Donc ça ne le fait pas avec moi. Mais c'est une très bonne lecture, et c'est vraiment un polar qui est bien réussi. Et si tu aimes les fins, les rebondissements de fin, là, tu vas en avoir pour ton argent, je pense. Ensuite, je te présente Sortir au jour, d'Amandine D, aux éditions Point. Elle a écrit ce roman-essai en 2023. On a 2 histoires en parallèle ici. On a celle d'Amandine, qui nous raconte son lien avec la mort, son lien avec le deuil, la manière qu'elle a de gérer les deuils et de gérer la mort. Et d'entrée de jeu, on comprend tout de suite, elle nous le dit d'ailleurs, elle a peur de la mort. Et puis à côté de ça, elle a rencontré Gabrielle, qui est thanatopractrice, et elle, de par son travail, elle côtoie tous les jours la mort.
Et son rôle, c'est d'accompagner les défunts. Donc elle a évidemment un rapport très proche avec la mort et il vaut mieux qu'elle n'en ait pas peur. Donc on a vraiment cette dualité entre les deux femmes. Il est question de sujets tabous, de non-dits, des liens que les gens entretiennent avec les vivants et avec les morts aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié la sincérité de l'autrice ainsi que les thématiques abordées. Et puis ce miroir entre les deux, comme je le disais, les deux femmes. Le petit point négatif, encore une fois, ça reste une bonne lecture. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui a rejoint les différents ouvrages que je te présente aujourd'hui, c'est que ce sont de bonnes lectures. Je t'explique aussi pourquoi il me manquait quelque chose pour que je puisse dire que c'était excellent. Voilà, ici c'était une bonne lecture, mais pour moi, il a manqué un petit peu de liant parce que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas assez. Voilà, je passais d'un sujet, d'une phrase, à me dire « Ah oui, c'est intéressant » ou « Ah oui, tiens, ça me parle » ou « Ah, tiens, qu'est-ce qu'elle veut nous en dire ?» Et puis hop, on passe au sujet d'après. Et c'est ça qui, je trouve, au final, me laissait un petit goût de trop peu. Et d'ailleurs, j'ai ressenti la même chose dans À main nue, où là, il était question de sexualité. J'ai trouvé encore une fois que les thématiques étaient vraiment géniales et elle nous faisait plein de petits instantanés sur les réflexions qu'elle avait par rapport à la sexualité. Mais à la fin, il en reste quoi? Eh bien ici, c'est un peu la même chose, malheureusement. Du coup, je me disais, ah oui, c'est intéressant, c'est chouette, ah ouais, belle idée. Et puis, j'ai refermé le livre en me disant, ok, qu'est-ce que je vais en garder si je dois l'expliquer? Ou voilà, qu'ai-je apprécié, qu'en ai-je un petit peu qu'ai-je retenu? Voilà, ça reste une bonne lecture, avec un petit mais, je crois que tu auras compris. La lecture suivante, et d'ailleurs c'est la dernière du topo lecture, c'est Open Water de Caleb Azumah Nelson. C'est un écrivain anglo-ghanéen qui est né en 93. Ça a été traduit ici de l'anglais par Karine Chichereau et c'est son premier roman. Je trouve ça assez fou parce que franchement ce livre était, là pour le coup, il était excellent. Vraiment j'aime beaucoup terminer ce topo avec ce livre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'auteur nous parle d'une histoire d'amour entre deux êtres. Spoiler alerte, il figurera l'année prochaine dans mes recommandations de romans d'amour. Ici, on nous parle d'un jeune homme qui a le coup de foudre pour une jeune fille qu'il a vue dans un bar et il ne s'échange que quelques paroles, puis elle part. Et quelques temps plus tard, il la retrouve et là, leur relation éclot. Le gros point positif, c'est l'écriture. Il y a énormément de musicalité et une originalité également dans l'écriture. C'est tourné au tu et au vous. Il y a beaucoup de poésie dans sa plume et beaucoup d'émotion. On est dans les pensées profondes du jeune homme. Et il y a également énormément de références qui font que le personnage est encore plus dense parce qu'on a son contexte, on a des références à la musique qu'il écoute, aux expositions auxquelles il assiste et ce que ça vient toucher chez lui. Ce qui fait qu'on est vraiment dans son intimité et on est fort touché évidemment de qui il est. Il y a une très très belle relation également entre les deux personnages. L'amour entre les deux est très pur. L'aspect que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est donc, tu l'auras compris aussi, la psychologie du personnage qui est quelqu'un de très très sensible, qui a ses émotions et qui a envie de les laisser transparaître. Le tout dans un contexte de Londres, truffé de violences policières, de racisme, et donc tout un questionnement de la part du personnage principal sur le fait d'être soi dans ce contexte-là, quand on est noir, quand on sait que de l'extérieur, ou quand souvent de l'extérieur, il n'y a que le fait d'être noir qui compte ou qui prend toute la place sur finalement ce qu'on est au plus profond de soi. Il y a également la question de comment être soi quand on vit dans la peur. C'est ce qui fait la force de ce roman parce qu'on a une belle plume, on a une écriture qui est singulière et qui est très forte. On a beaucoup d'émotions avec le personnage servi par l'écriture. On a une densité parce que ce n'est pas juste un roman d'amour, c'est vraiment une relation qui s'épanouit ou non, avec qui on est, et donc est-ce qu'au moment où la relation démarre, est-ce qu'on peut finalement se
se mettre à nu et s'engager dans une relation. Et puis on a ce contexte qui évidemment explique comment est-ce que les personnes, comment est-ce que le personnage principal se construit et en est là où il en est à ce moment-là de l'histoire. Du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman qui a énormément de points positifs, qui se complètent bien et qui coche beaucoup de cases. Je suis très très contente, ça faisait longtemps que je voulais lire ce roman. Il avait d'ailleurs été conseillé par la libraire du Cook and Book à Bruxelles, donc Luna, si tu passes par là, merci. Vraiment, je te le conseille si tu ne l'as pas déjà lu ou si tu ne le connais pas. J'aimerais terminer le topo lecture avec une petite question. Quel est le livre dans lequel il a été question de valeurs et donc dans lequel le personnage ou les personnages ont dû être fidèles à leurs valeurs ou non? J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me dire aussi si tu préfères des formats plus courts ou bien de cette durée-là. J'espère que tu vas faire toi aussi de très 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 belles lectures. Et puis il ne me reste qu'à te souhaiter que le plaisir de lire soit avec toi.